Bonsoir, nous sommes ravis de vous accueillir. La Semaine du son de l'UNESCO Canada présente ce soir une rencontre autour du thème de la bioacoustique, dont le thème beaucoup plus précis, puisque bioacoustique c'est général, c'est d'être à l'écoute de l'environnement. Pour reprendre un petit peu les phrases de Thibaut Quinchon, qui est notre modérateur pour ce soir, cette présentation oscillera entre art et science, à la fois pour décortiquer les liens qu'entretiennent les chants des oiseaux avec notre musique, et à la fois pour révéler la diversité des sons que l'on retrouve sous la mer. Alternance entre écoute des communications animales et discussion informelle. J'ai beaucoup aimé ce passage parce que, là c'est moi qui le commente, il me fait penser à l'écosophie d'Arnonès, où justement il y a un replacement de l'être humain dans la chaîne, comme maillon tout à fait à, à importance égale qu'un oiseau, qu'une fourmi qui passe, ou le vent qu'on entend. Donc c'est bien de pouvoir resituer l'être humain, non pas comme une personne au-delà, enfin, et oui, qui a le pouvoir et qui est très détaché de ce qui peut se passer autour, mais vraiment comme maillon d'une chaîne. Donc, cette phrase, alternance entre écoute des communications animales et discussion informelle, donc permettra de porter des réflexions sur l'utilisation de l'acoustique pour conscientiser à la protection de l'environnement. Donc Thibaut, je te laisse la main pour justement animer cette rencontre et présenter donc nos invités. Parfait, merci beaucoup Pascal. J'en profite pour, en introduction, remercier la Semaine du Son, l'invitation et cette possibilité de faire ce discours et de faire des présentations de ce genre qui manquent parfois à mon humble avis. Merci Pascal Godet pour l'invitation encore une fois de réitérer cette rencontre que j'avais, enfin cette présentation que j'avais fait aussi dans un tout autre format l'année dernière. Voilà, donc comme je le disais en introduction, j'aimerais dire que je suis très content d'être là parce que c'est très important pour moi de faire connaître ces sujets-là. La Semaine du Son, je pense, sert à ça, à faire valoir différents sujets autour du son sociétaux, en fait, qui peuvent être sur la santé, qui peuvent être sur l'éducation, qui peuvent être sur plein de choses. Et donc, c'est pourquoi, avec nos enjeux sociétaux, environnementaux aujourd'hui, je suis bien heureux de pouvoir apporter cette dimension sonore à cette discussion. Rapidement, comme disait Pascal, la soirée va être sous un format informel de discussion, informel dans le sens que des questions sont préparées, mais qu'on pourra se laisser de la marge à un peu réagir aux différentes questions et à ce qui sort de ces réflexions. Et puis, sachant qu'on parle de son, on va avoir la possibilité, en fait, on va écouter plusieurs enregistrements pour aussi nourrir la discussion et mettre des sonorités sur les mots qu'on va donner au fil de la soirée. Je ne présenterai pas tout de suite nos invités parce qu'ils vont le faire d'eux-mêmes, en fait. Donc, c'est pas par comment dire, je vais me présenter moi-même et je ne veux pas faire passer moi-même avant les autres, mais c'est parce qu'ils se présenteront eux-mêmes, c'est ça que je veux dire. Moi, très, très rapidement, je veux dire que je suis artiste sonore, concepteur sonore. Je suis un artisan du son, si on veut, de manière générale, mais j'ai un attrait tout particulier par les prises de son en nature, les prises de son du paysage sonore, en fait, et de faire parler les paysages sonores, de les comprendre à la manière d'un Bernie Krause, d'autres audio-naturalistes français, de faire passer les enjeux environnementaux, mais pas que, comprendre aussi tout l'aspect, en quoi ça nous représente les paysages sonores, en quoi c'est quelque chose qui représente nos civilisations et en quoi ça a un intérêt pour notre santé, etc., etc. Donc, j'en dirai pas plus, je vous laisserai faire des recherches si vous le souhaitez. Pour commencer,
on va discuter avec notre invité Antoine Ouellette, qui est compositeur. Mais en fait, Antoine, bonjour Antoine déjà. Bonsoir, merci pour Bonsoir. l'invitation aussi. Peut-être, je vais te laisser par commencer à te présenter. J'allais commencer, tu vois, finalement, dans le feu de l'action, mais je vais te laisser la parole. Bon, je ne sais pas trop quel chapeau je dois mettre. En fait, moi, je suis biologiste. C'est ma première formation. C'était un baccalauréat en sciences biologiques à l'Université de Montréal, spécialisation sciences écologiques. Mais je faisais de la musique en parallèle et je suis donc aussi musicien. Je suis compositeur, je dirige un chœur très particulier parce que c'est un chœur spécialisé en chant sacré médiéval et chant grégorien. Alors, une musique qui a quelque chose de commun avec les chants d'oiseaux, peut-être. Euh, Ensuite, j'ai écrit des livres autour de la musique, toujours avec un sujet attaché. Et voilà. Autrement, dans la vie, je suis aussi, comment dire, je travaille dans le domaine de la santé mentale, notamment auprès de gens qui ont des troubles anxieux pour un organisme, et dans le domaine de l'autisme aussi. Alors, voilà. Ça, c'est mes chapeaux pour ce soir, surtout le chapeau de biologiste donc, et de musicien, parce que ça va ensemble pour moi. C'est ça, j'ai bien fait de t'essayer de présenter aussi parce qu'il aurait fallu que je choisisse. J'aurais pas pu dire toutes ces casquettes-là que tu possèdes. Aussi, je tiens à préciser que je ne vous présente pas tout de suite, mais on aura Pierre Cauchy qui viendra parler de l'environnement sous-marin. Vous avez dû le voir dans la description, mais je voulais juste vous dire de garder votre mal en patience pour cette deuxième partie. Antoine, justement, en parlant de cet aspect biologie et musique, est-ce que tu peux au moins nous faire un petit résumé de ton livre? D'ailleurs, que je ferai une petite citation, en fait, peut-être au moins pour lancer la discussion que j'avais soulevée, que tu disais cela dans ton livre: vouloir connaître le chant des oiseaux, c'est au fond entreprendre le dialogue le plus problématique qui soit, celui de la civilisation humaine avec la nature. Mais ce dialogue est plus que jamais nécessaire. C'est donc lui qui sera au cœur du présent livre. Oui. Alors, bien, c'est ça. J'ai écrit un livre dont la première édition est parue en 2008. Je montre parce que je trouve la page couverture très jolie. J'aime beaucoup la peinture, qui est en fait un très grand format, la peinture originale. Et c'est paru en 2008. Il a été question de le rééditer en 2019 et à la relecture, dès le premier chapitre, il y avait des statistiques qui dataient de 2004. Alors, je me suis dit, je vais faire quelques mises à jour. Et finalement, en 2019, mes quelques mises à jour, ça a été une large réécriture du livre qui est maintenant comme ça, avec un beau colibri graffiti. Ouais, c'est peut-être ce qui restera de la nature un jour, des graffitis, des images, des photos, des enregistrements sonores, je ne sais pas. On ne sait pas comment ça va évoluer. Donc, en fait, ce livre-là, c'est le mariage de mon côté biologiste et musicien. Et quand je pense à biologie et musique, ben, pour moi, c'est à tout seigneur, tout honneur, c'est les oiseaux, pour moi, qui s'imposaient comme sujet de réflexion. Alors, donc, oui, le dialogue entre nature et culture, oui, problématique, mais essentiel. Je peux juste vous dire concernant les oiseaux, je vais vous faire un petit partage d'écran. J'ai une ou deux diapositives pour vous montrer à quel point c'est important. Donc, OK. Alors, donc, il y a... Oups. Excusez-moi. Un petit...
Donc, en 2016, il y avait 1,5 milliard moins d'oiseaux dans le ciel canadien. Donc, c'était une baisse énorme. Je vais vous enlever ça aussi. Voilà. Et il y a un rapport du réseau Partners in Flight qui regroupe 150 organismes dédiés aux oiseaux, qui a publié des conclusions. On parle de chutes énormes dans les effectifs de certains oiseaux qui étaient même communs auparavant, comme le gros bec errant, et qui, en quelques années, passaient à un statut menacé. Heureusement, il y a des programmes spéciaux pour certains groupes d'oiseaux, notamment les rapaces, les oies, les canards, etc. Mais globalement, on estime qu'il y a à peu près 20 des espèces qui se dirigent vers l'extinction au Canada et aux États-Unis. Donc, on voit 1,5 milliard moins d'oiseaux, c'est des voix de moins dans notre paysage sonore aussi. C'est aussi une perte dans la biodiversité on parle beaucoup du réchauffement climatique, mais la question de la biodiversité me semble capitale. Alors, je ne veux pas arriver avec des coups de massue là, pour vous, mais juste pour, quand je parle de dialogue problématique entre nature et culture, ben voilà. En juillet 2019, l'Union internationale pour la conservation de la nature a publié la mise à jour de sa liste rouge. Et sur quelques 105 000 espèces animales et végétales étudiées, il y en avait au-delà de 28 000 qui étaient menacées d'extinction, soit 7 000 de plus que lors du bilan effectué seulement un an auparavant. Et chez les oiseaux, on parle de 14 d'espèces qui sont menacées. Et chez les amphibiens, c'est une hécatombe, on est à 40 25 des mammifères, 30 des espèces de requins. Et ça touche les plantes aussi, 34 des conifères, etc. Donc, la directrice mondiale de ce groupe-là, Mme Jane Smart, a déclaré que la nature recule à un rythme sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Et elle a appelé les décideurs, les citoyens à une action décisive à grande échelle pour arrêter ce déclin. Voilà. Donc, mettons qu'on dirait qu'il y a d'autres sujets dans l'actualité ces temps-ci. Voilà. Mais c'est ça le problème, c'est les activités humaines prennent de plus en plus de place sur Terre et donc la nature a de moins en moins de place pour s'exprimer, surtout sur les terres émergées. Donc voilà. Et les humains, on aime bien se voir comme étant des êtres de culture plutôt que des êtres de nature. Et du coup, on se croit indépendant de la nature, mais en fait, on est comme vers le haut de la pyramide, mais on est très dépendant de ce qu'il y a en dessous de nous et peu à peu, c'est en train de se gruger. Donc, pour moi, c'est une crise majeure. Donc, l'importance de ce dialogue-là entre nature et culture qui est assez urgente. Merci. Voilà. Thibault, je pense que ton micro est fermé. Effectivement, excusez-moi, je vais m'habituer. Pour rappel, parce que je pense que je n'ai pas dit le nom du livre au complet, ton livre s'appelle « Le chant des oiseaux, comment la musique des oiseaux devient musique humaine ». Ouais. Donc, on comprend bien, avec tout ce que tu nous as dit, d'où est venue finalement l'impulsion, j'imagine. Je voulais faire une autre petite citation, en fait. Raymond Murray-Schaeffer, pour ceux qui connaissent, qui a écrit un livre sur le paysage sonore, Le paysage sonore, le monde comme musique, qui est souvent une référence en écologie sonore, a dit « Chaque région de la Terre a sa propre symphonie d'oiseaux qui lui confère une tonalité particulière. » Puis, au vu de tout ça, j'aimerais te demander à quoi te fait penser cette phrase et pourquoi le chant des oiseaux est si particulier dans le paysage sonore.
Ce qui est particulier, c'est un concert mobile, donc qui change selon les milieux écologiques. Donc, on n'a pas les mêmes espèces qui vont peupler les différents milieux écologiques. Par exemple, les marais, les tourbières vont avoir euh, des oiseaux, des espèces d'oiseaux, une avifaune caractéristique qui donnera une musique à ces paysages-là, complètement différente de la forêt boréale au nord, ou même de la forêt de feuillus, ou autour des lacs, ou en bordure du fleuve Saint-Laurent, dans des milieux maritimes où on a vraiment des espèces d'oiseaux complètement différentes. Donc, chaque milieu, et même la ville, hein, il y a des espèces qui sont très bien adaptées à la ville. À Montréal, on peut entendre, si on va un peu partout, au-delà d'une centaine d'espèces d'oiseaux, ce qui est c'est quand même bien. Il n'y a pas juste des pigeons et des moineaux en ville. Il faut prêter l'oreille et aller dans les bons endroits. Donc, c'est mobile selon les milieux écologiques, c'est mobile selon les saisons. On n'a évidemment pas les mêmes oiseaux qui sont ici en hiver qu'en été. Il y a le phénomène des migrations saisonnières. Bientôt, les oies des neiges vont arriver. Je ne suis pas loin de Baie-de-Fèvre où il y a beaucoup d'oies qui passent. Il y a Cap-Tourmente, pensez Québec, l'autre côté du fleuve, où c'est spectaculaire. Et souvent, dans ma ville ici, je vois des volées d'oies ou de bernarches qui font entendre leur vocalise en passant. Donc, c'est des éléments de concert selon les saisons et selon les moments de la journée aussi. On sait qu'en général, les oiseaux sont beaucoup plus présents au petit matin. Sur l'heure du midi, c'est là où on entend le moins. Il y a un petit regain en fin d'après-midi. Mais la nuit, il y a encore un concert, mais d'autres espèces qui prennent le relais, les espèces nocturnes, avec les chouettes, grands-ducs, engoulevents, etc. Donc, il y a beaucoup de... Ça fluctue beaucoup, la symphonie des oiseaux, comme ça. Quand tu parlais, j'avais cette image de me dire on pourrait potentiellement être capable de savoir dans quel écosystème on se trouve en entendant les oiseaux. Là, ce serait quelque chose que j'adorerais développer avec les années d'expérience. Là, j'en suis pas rendu là, mais je m'imaginais un non-voyant ou quelqu'un qui saurait à écouter un paysage sonore où est-ce qu'il se trouve. Ça doit être faisable, mais voilà. En tout cas, je voulais donner cette petite note. Pour comprendre le chant des oiseaux, est-ce que tu pourrais nous expliquer dans quel contexte ils vocalisent et que finalement, basiquement, à quoi ça sert des chants d'oiseaux? En fait, il y a des chercheurs qui proposent l'expression musilangage pour parler du chant des oiseaux. Donc, quelque chose qui est comme un peu à la jonction du langage et de la musique, qui tient des deux. Alors, c'est vraiment un mode de communication. On s'échange des informations à plusieurs niveaux. J'ai une autre petite diapositive que je peux vous présenter qui fait ça. Je vais aller en partage d'écran avec ça ici. Ça vous donne la synthèse. Voilà, alors les chants d'oiseaux ont vraiment plusieurs fonctions. D'abord, c'est l'affirmation de l'espèce. L'oiseau chante pour dire à quelle tribu il appartient. C'est l'affirmation de l'individu parce que chaque oiseau personnalise le chant et on peut, si on exerce nos oreilles, reconnaître l'individu qui chante, non seulement l'espèce, mais l'individu. Chez certaines espèces, c'est beaucoup plus facile que chez d'autres. Par exemple, le plongeon huard, on va reconnaître assez facilement la signature individuelle du chant. Un oiseau chante aussi pour affirmer son territoire, définir son territoire.
Ça, habituellement, ce sont les mâles qui font ça. Ce qui est charmant et très d'actualité, c'est que les oiseaux règlent leur querelle territoriale par le chant. On devrait prendre leur exemple, ça serait un grand progrès, je pense. Donc, c'est des drapeaux sonores, en fait, les chants de territoire. La séduction, évidemment, pour attirer une partenaire ou un partenaire. Voilà. Il y a des chants, des cris pour la communication dans le couple. Il y a des espèces qui chantent même en duo. Il y a autour de 200 espèces d'oiseaux dans le monde qui chantent vraiment en duo, donc la femelle aussi. Des chants de communication avec les oisillons. Et ça, c'est très important parce que chez beaucoup d'espèces, les oisillons doivent apprendre le chant. C'est-à-dire, oui, ils ont la capacité innée de chanter, mais ils doivent la développer. Un oisillon qui va être privé très tôt de la présence de ses parents, par exemple en laboratoire, ne parviendra jamais à exprimer tout le chant de son espèce. Il y a vraiment un apprentissage, donc une transmission culturelle de génération en génération chez beaucoup d'espèces d'oiseaux. Il y a des vocalisations pour la chasse, pas chez toutes les espèces, mais il y a des espèces qui utilisent leur voix pour localiser des proies, un peu comme font les chauves-souris, notamment le martinet ramoneur qui fait ça. Il y a des chants pour appeler des congénères, par exemple un goéland qui vient de trouver un reste de paquets de frites là, dans un stationnement de centre d'achat. Il vient de trouver ça. S'il est gentil et tout ça, il va faire des vocalisations pour appeler des amis à partager. Mais pas trop d'amis, par exemple, non plus. En tout cas, bref. Il y a des chants pour coordonner le vol dans les grands groupes, notamment chez les bécassos. On utilise la voix parce que ce sont des fois des milliers là, à voler très près les uns des autres. La voix sert à coordonner le vol collectif. Et c'est surprenant d'ailleurs de les voir faire des virages ensemble. C'est très, très synchronisé là sur le bord des rivages, là, les limicoles, là, c'est surprenant. Tout à fait fascinant. Et il y a un chercheur qui avait trouvé que c'est pas si difficile que ça, ces grandes volées d'oiseaux-là qui ne se frappent pas ensemble parce que, par exemple, chez les étourneaux, un étourneau doit avoir 7 ou 9 autres pour coordonner son vol. Alors, c'est facile, mais je ne sais pas vous, là, mais voir 6 ou 7 autres personnes à la vitesse où ils vont, puis coordonner ses mouvements en fonction de ça, ça me semble assez virtuose quand même. Mm-hmm. Alors voilà. Clairement. Il y a des cris d'alerte. Le fameux tic-di-di-di de la mésange qu'on connaît bien, ce n'est pas son chant, c'est son cri d'alerte. Et le nombre de di à la fin est proportionnel à la menace perçue. Donc, quand c'est des humains et que la mésange pense qu'elle va peut-être avoir des petites graines dans la main, là, elle va faire un petit tic-di-di-di, mais pas trop, peut-être 2 ou 3 dits. Par contre, s'il y en a un qui repère un épervier ou quelque chose comme ça, là, le cri d'alerte va être beaucoup plus incisif avec beaucoup de dits à la fin. Et finalement, on a identifié des champs libres, des chants dits d'aurore, dont on ne connaît pas vraiment la signification. Si ces chants-là en ont une, on ne le sait pas. Certains disent que c'est pour relâcher de l'énergie, mais qui sait, c'est peut-être pour la poésie aussi. Voilà. Et je parlais de dialogue nature-culture. Ce qui m'amuse, c'est que chez les humains, on a quand même des équivalents de ça. Affirmation du territoire, toutes les musiques nationales, les hymnes nationaux notamment, séduction, la quantité de chansons d'amour qui ont été composées au fil du temps.
les troubadours jusqu'à aujourd'hui. Les berceuses, communication avec les oisillons, avec les enfants, donc répertoire des berceuses. Pour la chasse, ça peut se faire encore. En fait, ceux qui vont à la chasse à l'orignal avec leur espèce de corde pour appeler un orignal. Mais, par exemple, traditionnellement, chez les Pygmées ou dans certains peuples de chasseurs, on utilise la voix pour la chasse encore aujourd'hui. Des cris d'alerte, ça peut être la chanson engagée, par exemple, ou les chansons qu'on faisait dans les charivaris, par exemple, devant le bureau d'un député pour dénoncer une loi, etc., ce type de chant-là. Et les chants libres, ben, c'est la musique pour la musique, c'est la musique pour le plaisir, pour l'art. Voilà. Donc, je signale quand même cette petite parenté-là aussi. Voilà. Oui, moi, c'est quelque chose qui me façonne dans le discours, en tout cas dans la manière dont on se réapproprie ces sujets-là, c'est de voir une forme de similitude, comme tu viens de le dire, et c'est un peu ce qui m'avait beaucoup, ce que j'avais beaucoup apprécié dans ton livre aussi, cette idée même que, tu sais, tu disais le chant de l'aube, qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est, que peut-être on peut imaginer que peut-être de temps en temps, les oiseaux chanteraient et feraient de la musique, peut-être pour le plaisir aussi à certaines occasions. Il me semble avoir lu ça dans ton livre, à quelque part. Puis, en tout cas, on en parlera avec peut-être les mammifères marins, mais l'année dernière, dans la présentation qu'on avait fait la semaine du son, on se rend compte aussi que les chants évoluent. Tu sais. C'est que la culture, comme la culture des oiseaux, des mammifères marins, elle n'est pas figée. D'une année à une autre, le chant peut être modifié ou sur des années, et qu'en fait, c'est pas aussi. Il y a des choses qui nous restent à comprendre, mettons. Rapidement aussi, je ferai une allusion à quand tu parlais de territoire. Il y avait un livre magnifique que j'ai aimé de Vinciane Després qui s'appelle Habiter en oiseau et qui parlait de cette importance du dialogue entre les oiseaux. C'est que c'est OK, un oiseau qui se bat pour le territoire, il peut avoir l'air de se chicaner, mais c'est une manière quand même plus ou moins pacifique de dire comme ici c'est chez moi et c'est d'établir des limites, mettons. Voilà. Ensuite, j'aimerais qu'on parle des particularités morphologiques qui permettent aux oiseaux d'être de si bons chanteurs. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont cette capacité-là? En fait, c'est qu'ils ne possèdent pas de corde vocale, mais un peu l'équivalent pour eux. C'est un organe, une espèce de boîte en cartilage qu'ils ont dans la trachée, dans la jonction, qui s'appelle la syrinx. Donc, c'est un organe en cartilage, comme les oreilles, si vous voulez. Et à la syrinx sont associés des paires de muscles. Selon les espèces, il y a plus ou moins de muscles. Donc, de rares espèces n'en ont pas, comme notre urubu, notre vautour au Québec. Lui n'a pas de syrinx. Les pigeons ont, je pense, 2 ou 3 paires de muscles attachés à la syrinx. Les étourneaux, on n'aime pas leur chant, mais les étourneaux sont d'extraordinaires vocalisateurs. Ils font toutes sortes de sons, c'est fascinant. On n'aime pas la sonorité, mais c'est leur musique à eux. Et eux ont 9 paires de muscles attachés à la syrinx. Les perroquets ont 3 paires de muscles, mais c'est des muscles très puissants, vraiment très, très forts, ce qui leur permet une agilité vocale particulière. Et la syrinx est en fait un organe double. L'oiseau émet en fait comme 2 sons qu'ils font ensemble. Et ça permet, chez certaines espèces, d'avoir des sons vraiment incroyables dans le détail, peut-être avec les sonogrammes, on verra plus tard, mais c'est fou la quantité de détails qu'il y a dans les chants, par exemple des troglodytes ou des grives. Et donc, c'est parce que cet organe-là est double et associé avec plusieurs paires de muscles. Donc, c'est un organe qui est très agile pour la vocalisation.
si je peux me permettre, on parle beaucoup de féminisation de termes ces temps-ci, ces années-ci. Alors, chez les oiseaux, c'est bien une syrinx et non pas un. On voit souvent un syrinx, mais c'est un nom féminin parce que ça a été nommé en honneur si je peux dire, d'une nymphe dans les récits de l'Antiquité, la nymphe Syrinx, qui était poursuivie par le dieu Pan, qui était toujours en état de grand désir. Alors, donc, elle s'enfuyait de lui et pour lui échapper, elle s'est changée en roseau sur le bord d'un lac. Et le pauvre Pan, très malheureux, a découpé des roseaux et s'est fait une flûte avec des roseaux de différentes tailles, la flûte de Pan, qui, en Europe de l'Est, est encore appelée la syrinx. Donc, c'est un terme féminin pour les oiseaux, qui vient de ça, de la mythologie. Intéressant. Culture et nature. C'est ça, en plein dedans. Et puis, est-ce qu'on a une idée de... dans l'évolution, si on réfléchit à l'évolution au fil des générations, à l'évolution de Darwin finalement, là, pourquoi ça a évolué dans ce sens, les chants d'oiseaux, c'est quoi l'importance? C'est vraiment un code de communication complexe qu'ils ont développé. Je ne pourrais pas dire pourquoi plus les oiseaux que telle espèce de mammifère, où oui, il y a des vocalisations, mais il n'y a rien d'élaboré comme ce qu'on a chez les oiseaux. C'est vraiment, ils ont développé cette aptitude-là. Comme plusieurs espèces ont développé des techniques, si je peux dire, pour les migrations, l'orientation dans l'espace sur des grandes distances qui sont absolument phénoménales. Voilà. Mm-hmm. Et en parlant de musique un peu, quels sont les termes qu'on peut employer pour décrire les chants d'oiseaux? Puis est-ce que ces termes-là se rapprochent de la manière dont on exprime notre musique maintenant? Je vais vous remontrer quelque chose de fort amusant. Ça, c'est tiré d'un livre de... Vous le voyez, hein? Je suis bien en partage d'écran, j'espère. Non, là, moi, je ne vois pas. Vous ne voyez pas? Attendez un petit peu. Je vais venir ici, je vais refaire mon partage. Ah, partager. Oui, là, c'est bon. Et bon. Alors, ça date de 1650. C'est un ouvrage sur la musique d'Athanasius Kircher. Et ça a été peut-être la première personne à proposer une catégorisation de chants d'oiseaux. Il leur a donné des noms latins, le pigolismus, Theretismus, etc. Et il a été un des tout premiers aussi à transcrire des chants d'oiseaux. Alors, on voit le coq, la caille. Et pour le perroquet ici, ben, le perroquet, il ne chante pas, il dit un mot en grec. Parce qu'on disait à l'époque que les perroquets étaient particulièrement bons pour apprendre le grec. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, la réputation que les perroquets avaient à l'époque. Bon, après ça, il y a eu d'autres chercheurs qui ont développé l'idée. Il y a un chercheur, Bondesen, dans les années 1970, qui a proposé une catégorisation des différentes vocalisations d'oiseaux en 5 types musicaux. Et plus près de nous, il y a François-Bernard Marche, un compositeur français, qui, lui, analyse les chants d'oiseaux vraiment comme si c'était des pièces de musique, en utilisant les termes techniques de la musique. Et ça a énormément de sens, hein, parce qu'on peut voir dans les chants d'oiseaux des strophes, comme des strophes dans une chanson. On peut entendre des mélismes, des vocalises, des mélodies, évidemment, des trilles, une alternance rapide de 2 notes qu'on retrouve dans la musique instrumentale. On peut entendre des variations sur un thème, qui est une forme musicale aussi, en musique humaine. Le principe de répétition.
des figures obstinées répétées rythmiquement ou mélodiquement. On appelle ça des ostinatos. Donc, on retrouve ça aussi chez les oiseaux. Alors, lui utilise vraiment les termes musicaux pour analyser des chants d'oiseaux. Je trouve ça assez intéressant et c'est pas fou parce que il y a vraiment un domaine commun entre les chants d'oiseaux et la musique humaine. Donc, il y a des structures musicales dans les chants d'oiseaux, des gammes, ornementation, polyphonie chez certaines espèces. Hein, comme la syrinx est double, il y a des oiseaux qui réussissent à faire deux sons très différents simultanément, les étourneaux notamment. Il y a une dimension de langage, il y a beaucoup de musique sur des textes chez les humains. Chez les oiseaux, il y a cette fusion langage-musique. Il y a de la syntaxe ordonnée. Dans les chants d'oiseaux, les oiseaux ne chantent pas n'importe quoi, n'importe comment. Il y a des règles, si je peux dire. Il n'y a pas de l'imparfait du subjonctif à ce qu'on a vu, mais disons, il y a quand même de la syntaxe. Il y a des traditions d'expression régionale avec des dialectes. Par exemple, les bruants, bruants chanteurs de la région de Montréal ont un répertoire mélodique un peu différent dans Estrie ou Canton de l'Est, etc. Donc, il y a vraiment des dialectes d'expression. Comme je le disais tout à l'heure, les chants sont en bonne partie acquis et donc doivent être entretenus par la pratique, comme la musique. Le chant chez un individu est susceptible d'être modifié, développé et enrichi tout au long de sa vie. Alors, un vieil étourneau, ça a un répertoire vocal plus grand qu'un tout jeune. Chaque individu d'une espèce va personnaliser le répertoire de son espèce. Ça aussi, je le mentionnais brièvement tout à l'heure. Il va mettre sa signature. Comme pour la musique, moi, je connais des gens qui disent « je ne suis pas capable de chanter, je ne chante pas, blablabla ». Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais chez les oiseaux, il y a une douance variable selon les individus pour le chant. Voilà, et puis je parlais des chants libres, les chants d'aurore aussi. Donc, il y a vraiment un domaine commun entre les deux. Et bon, c'est sûr qu'on n'a pas d'aile, on n'a pas de bec. On a l'air loin physiquement d'un oiseau, mais on peut se trouver des points communs avec eux quand même. D'autant plus qu'ils sont très intelligents, contrairement à ce qu'on pensait jadis. Effectivement, et d'où le titre de ton livre, comment la musique des oiseaux devient musique humaine, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup plus de choses qui se recoupent qu'on a envisagées pendant longtemps, en fait, hein, tout simplement. Je pense qu'il serait temps d'aller écouter des oiseaux. Si tu es prêt à ça, peut-être que je ne vais pas en faire écouter autant que je voulais parce que le temps passe vite. Il y a beaucoup de choses intéressantes à dire, mais écoute, on va faire des bons choix. Je vais vous partager mon écran où vous allez pouvoir voir. Ah, c'est pas ça qu'on veut voir. Voilà. Parce qu'en même temps, on va vous montrer des spectrogrammes. C'est-à-dire qu'on va écouter les chants d'oiseaux. Et est-ce que voudrais-tu définir ce qu'est un spectrogramme, Antoine? En fait, c'est un graphique qui donne dans l'axe horizontal le temps en secondes ou en centièmes de seconde, de microsecondes, etc. Et sur l'axe vertical, c'est la fréquence, donc le nombre de vibrations par seconde du son, ce qui donne la hauteur du son, savoir si c'est un son plus aigu, plus grave, plus composé ou plus simple aussi. Est-ce que c'est clair comme ça? Oui, tout à fait. Et en surimpression, on pourrait dire qu'il y a l'intensité sonore dans le fond. Comme quand on voit un motif comme ça ici, plus il est blanc, voilà, en l'occurrence, c'est noir sur blanc, mais plus il est blanc, plus le niveau sonore est fort, en fait, finalement. Et donc ici, en bas, on a les basses fréquences, puis en haut, on a les plus hautes, comme disait Antoine. Je propose de commencer avec un chant de la Griffe des Bois. Allons-y.
Je précise que pour les chants d'oiseaux, c'est essentiellement de mes enregistrements. Là, c'est du travail, mais à force, on finit par réussir des choses. On peut l'arrêter là, ça pourrait durer longtemps. Vous trompez pas, il y avait quand même un écureuil roux là au milieu. C'était pas une grive. Ouais. Ouais, moi, j'entendais que la grive était agacée par quelque chose. C'était peut-être moi. Ou l'écureuil. Ou l'écureuil, c'est vrai. Ouais. Est-ce que tu avais des choses à dire sur ce chant-là? Est-ce que tu retrouves des motifs musicaux intéressants? Il y en a deux. En fait, quand les griffes des bois sont, disons, peut-être plus sereines, il y a la petite amorce au début, là, des petits toc, 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 toc. Mais après ça, ça fait vraiment presque un arpège majeur. Tililili. Donc, les notes sont très près de l'arpège majeur. Et il y a un trille qui est très sonore et plus fort. Donc là, on peut parler de trille, note alternée très, très rapide ou note simple répétée rapidement. Et puis l'arpège retourné, là, on peut utiliser des termes musicaux vraiment pour décrire ce chant-là. Si je ne me trompe pas, la trille, ce serait ça là. Ouais. Exact. Parfait, bon, je vais en sauter quelques-uns. Celui-là, je vais le faire jouer parce que tu me disais que tu l'aimais bien. Alors allons-y avec le merle d'Amérique. Bon, le spectrogramme, selon la qualité audio, n'est pas toujours aussi net et précis, mais on pourra dire aussi que le merle d'Amérique et la griffe des bois font quand même partie de la même famille, qui est... C'est quoi le nom de la famille déjà, Antoine? Surdidé. C'est ça. Ouais, c'est tous des bons chanteurs. Moi, j'aime beaucoup le chant du merle parce que c'est un des premiers qu'on entend beaucoup au printemps. Et c'est un chant qui est clair, qui est quand même assez fort et vraiment en petites phrases. Trou, 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 trou. Vraiment en petites phrases comme ça, très vif. Ouais. Et répétitif. Des fois, on a l'impression que c'est infini quand le merle se met à chanter, ça peut durer longtemps. C'est vrai, c'est répétitif, mais habituellement, il y a toujours une petite variation dans chaque. Il ne fera pas le même ordre de notes, il va changer l'ordre de ses notes. C'est vrai. D'ailleurs, en parlant c'est vrai que c'est un oiseau du printemps. J'en ai sélectionné plusieurs pour se donner le goût au printemps qui arrive. Donc là, si je ne me trompe pas, ça doit être le bruant chanteur dont tu as parlé tantôt. Ah non, c'est le carouge à épaulettes, pardon. Ouais. Parce qu'on a une belle trille ici. Ouais. Alors ça, c'est pas un oiseau qu'on dirait qu'il est un bon chanteur pour nos oreilles, mais encore une fois, c'est une voix caractéristique des milieux près de plans d'eau, que ce soit des marais ou des étangs. Vraiment, il aime établir ses nids, son territoire près de l'eau. Alors, habituellement, quand il y a de l'eau pas loin, on va avoir des carouges. Et tu parlais de Montréal. Moi, je me souviens qu'au parc Jarry, notamment, là, à l'étang, il y en a ici. On peut en entendre à Montréal aussi. Pas dans le même genre du tout, là, mais un oiseau qui... En tout cas, je vais laisser... on parlera après.
On en a parlé tout à l'heure. C'est notre petit bruyant chanteur. Je trouve déjà le dessin est déjà magnifique, le dessin du spectrogramme. Puis ça, sans doute de là vient son nom, je ne sais pas, mais pour moi, c'est un oiseau qui marque aussi l'arrivée de l'été, là. Ouais. Et il appartient à un groupe, les Bruants, où on a identifié justement des dialectes régionaux, différents dialectes régionaux, même juste au Québec, là. Ouais. Mhm. Oui, comme aussi le bruant à gorge blanche, qui a été un exemple récemment entre l'Ouest canadien puis ici. Et en fait, ça s'est transmis. En fait, c'est pas juste qu'il y avait des dialectes séparés, c'est qu'il y a un dialecte qui s'est transmis de l'Ouest canadien jusqu'au Québec. C'est quand même fascinant. Oui, parce qu'il y en a un qui a inventé une nouvelle mélodie et puis on a réussi à suivre sa propagation de l'ouest jusque dans l'est. C'est vraiment fantastique. Exact. Un petit dernier pour la route que j'aime beaucoup, moi. Je me suis fait plaisir sur celui-là, même s'il est très simple. Ça aussi, ça a l'air sans fin. Je m'en souviens quand je l'ai enregistré, je l'avais entendu de loin, loin, loin. Puis, tu sais, ça me prenait une demi-heure de marche avant de m'y rendre. Puis, je suis resté enregistrer une demi-heure de plus. Puis, on dirait que c'était pas difficile de le trouver. Il bougeait pas. Puis, il répétait ça. Elle, en fait, la petite Nyctale, finalement, qui est la plus petite chouette du Québec. Est-ce que tu voulais réagir, Antoine? Oui, c'est un petit oiseau magnifique hein, qui tient dans une main comme ça, un petit hibou minuscule. C'est vraiment magnifique. Mais il y a des bons vocalisateurs dans cette famille-là, notamment notre chouette rayée. Mhm. La chouette rayée, mâles et femelles font des vocalisations, ils peuvent faire des duos. Et quand on ne connaît pas ce son-là, pendant la nuit, assez puissant et ça ressemble, on se croirait en Équateur avec des singes hurleurs. C'est incroyable les sons que ces oiseaux-là font. Ouais. Puis, petite chose personnelle, moi, je ne sais pas pourquoi, mais ce chant de la petite Nyctale, il a quelque chose de méditatif. Tu sais, ça continue, tu t'y acclimates, puis à l'entendre, parce que j'en ai enregistré une récemment, on dirait qu'elle cherche une note. Je ne sais pas comment dire, mais ça a l'air d'être une note, mais en fait, là, ça ne paraît pas tellement dans cet enregistrement, mais des fois, on dirait qu'elle est un petit peu plus haute en hauteur, un peu plus basse, puis on dirait qu'elle navigue sur un espèce de note médium. Je ne sais pas comment dire ça, mais que je trouve ça vraiment Elle fascinant. tourne autour un petit peu de sa note médiane. C'est ça donne cette impression-là. En tout cas. Ben voilà, aussi, juste rapidement, toi, ton chant préféré et pourquoi, Antoine? J'en ai plusieurs, comme j'ai mentionné le merle tout à l'heure, toutes les grives, mais surtout en contexte. Une grive le soir, bordure, champ, forêt, c'est vraiment sublime. C'est des chants flûtés avec énormément d'écho à l'intérieur. C'est vraiment des belles sculptures sonores que les grives font. Un que j'adore, c'est le plongeon huard. Et c'est un chant fantomatique. Encore une fois, en situation, c'est l'idéal. Près d'un lac, on les entend qui se répondent d'un lac à l'autre. Donc, j'avais déjà été au lac Nomineng. Il y avait un huard qui chantait sur le lac près de nous. On entendait un autre qui répondait d'un lac plus loin, du lac après, et un autre encore plus loin. Et c'était les échos de ces chants-là, tout à fait magiques. J'adore. Ouais. Parfait. Écoute, on va conclure parce que le temps passe vite. On va essayer de profiter de notre cher Pierre Cauchy. Est-ce que
pour conclure, en fait, moi, j'aimerais te demander si tu penses qu'il existe un avenir de cohabitation entre l'espace sonore des oiseaux et le nôtre. Parce que là, on n'a pas beaucoup parlé, mais il y a quand même des enjeux de pollution sonore globalement pour beaucoup d'espèces. Es-tu positif quant à l'avenir des oiseaux et quelle forme devrait prendre cette cohabitation d'après toi? Il y a des études qui montrent que les oiseaux sont perturbés dans leur chant avec le bruit de fond dans les grandes villes, là, notamment, et qu'il y a des espèces qui sont habituées à chanter plus fort pour compenser. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il en sera dans 10 ans, 20 ans, mais peut-être qu'avec les autos électriques de plus en plus présentes, il y aura peut-être moins de bruit de fond petit à petit et peut-être les oiseaux pourront ravir nos oreilles plus aisément dans quelques années, qui sait. Parce que le bruit de fond des villes, c'est beaucoup la circulation. Enfin, même de manière générale, les avions aussi, les skidoo l'hiver. Ouais. C'est un joli souhait qu'on souhaite qui se réalisera en tout cas. Oui. Oui, ben, écoutez, merci Antoine en tout cas pour cette présentation. C'était vraiment très intéressant, ce dont je ne doutais pas. Je m'excuse un peu, je pensais faire une période de questions, mais ça va vite le temps. Donc, je propose que si vous avez des questions, qu'on se rejoigne à la fin, qu'on les pose. J'aurais voulu le faire là, mais je préfère laisser le temps à la discussion avec Pierre. Voilà, donc maintenant, on part plutôt dans le côté sous-marin avec Pierre Cauchy, comme je disais. Puis tout de suite, pour commencer, Pierre, bonsoir déjà. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qui tu es et quel est ton parcours et tes recherches? Avec plaisir. Je suis océanographe, donc j'étudie l'océan. Ça c'est le domaine général et ma spécialisation, c'est que je suis chercheur en acoustique marine. Donc, par ma formation, j'ai commencé par des études généralistes d'ingénieur. Donc, j'ai fait des maths essentiellement, de la physique. Et puis, petit à petit, c'est peut-être de pratiquer la musique qui m'a amené vers ça, mais j'ai appliqué ces compétences à l'acoustique parce que ça m'amusait. C'est vraiment un domaine intéressant. C'est voilà, captivant. Il y a plein de choses à apprendre dans l'acoustique en général. Et bien plus tard, en fait, après presque 10 ans, pas 10 ans après, mais il m'a fallu 10 ans vraiment pour devenir océanographe. C'est donc un peu par hasard, j'ai travaillé pour un océanographe à faire des études de traitement d'images sonores et j'ai découvert l'océanographie et ce monde merveilleux où on découvre des endroits inattendus, des espèces inattendues. Et voilà, une dizaine d'années plus tard, j'ai fait une thèse en océanographie où vraiment j'ai appliqué des méthodes basées sur l'acoustique pour fournir aux océanographes des nouvelles formes d'observation. Donc, l'idée, c'est vraiment de développer des nouvelles méthodes pour observer l'océan. Voilà, essentiellement à partir des oreilles ou d'hydrophones, donc c'est des micros sous l'eau qu'on installe un peu où on veut et qui vont capter le paysage sonore de l'endroit où ils sont. Et ensuite, en fonction de tous ces bruits qu'on peut entendre, on peut vraiment en tirer une mine d'informations inépuisable sur ce qui se passe autour, quoi. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je suis arrivé au Canada il y a 6 mois. Là, je suis arrivé donc à Lismer au Québec, à Rimouski. Et je travaille essentiellement sur un projet qui est la description, la compréhension du bruit des navires dans le Saint-Laurent. Donc, on a installé une station acoustique au large de Rimouski, qui est vraiment au milieu du rail maritime, là où il y a tous ces navires qui vont de l'océan vers Québec et Montréal. Ils passent au-dessus de notre station, on peut les enregistrer et en quelque sorte, on enregistre la voix de chacun de ces bateaux et puis on va pouvoir comprendre plus loin dans les deux directions comment on va les entendre, quoi. Et
Et l'idée, c'est aussi bien sûr de travailler avec les industriels pour essayer de réduire de les faire chanter moins fort, quoi. Si on parle du chant des bateaux, c'est pas les enregistrements très, très rigolos à écouter, mais voilà, c'est travailler sur qu'est-ce qui crée le bruit à bord d'un bateau et comment est-ce qu'on peut réduire ça, quoi. Voilà, c'est pas l'intégralité de mes activités. Je continue à travailler sur le paysage sonore un peu plus en général, là, dans des endroits où il y a moins de navires. Et je forme des étudiants. Donc, c'est des étudiants plutôt biologistes ou océanographes à utiliser les méthodes acoustiques, à comprendre un paysage sonore et puis savoir qu'est-ce qu'on peut espérer en tirer et comment sortir des belles informations d'un enregistrement de paysage sonore. Mhm. Oui, ces dernières années, là, on parle de plus en plus de pollution sonore en milieu sous-marin. Ça a l'air d'être quelque chose qui est très important sous l'eau. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi un peu? Oui. Alors, la majeure différence avec le son dans l'air, c'est que c'est sous l'eau, c'est la densité du milieu. Donc, dans l'air, c'est pas très dense et le son ne se propage pas bien loin. Enfin, je n'ai pas les ordres de grandeur en tête là, mais si je parle à quelqu'un en parlant d'une voix normale, au bout, est-ce qu'on arrête de m'entendre au bout de 5, 10, 15 mètres? Dans l'océan, le même niveau sonore va se propager sur des distances bien plus grandes. Et à l'inverse, la lumière qui se propage très bien dans l'air se propage très très mal dans l'océan. Donc, il faut imaginer que tout ce qui vit dans l'océan va un peu remplacer la vue sur Terre, ou dans l'air plutôt, on remplace ça par l'ouïe sous la mer. Donc, c'est vraiment très important pour la plupart des animaux. Et même pour nous, en fait, dès que ce soit pour les militaires, les océanographes ou les gens qui font de la prospection pétrolière ou de la cartographie du sous-marin, il y a très peu on met très, très peu de caméras sous l'eau, ça ne sert à rien, on voit à 10 mètres et puis c'est tout. Donc, c'est vraiment… c'est pas… Bon, il y a d'excellentes photos et d'excellentes vidéos qui ont été faites sous la mer, mais la portée vraiment est très très faible comparé à entendre un iceberg qui craque ou une baleine bleue qui chante à des centaines de kilomètres. Voilà, donc c'est pour cette raison que le son a une importance capitale pour tous les animaux marins. Et si on parle de pollution sonore, ben le Saint-Laurent est un exemple, est un très très bon exemple. C'est une route maritime assez importante, donc entre l'océan Atlantique et toute l'Amérique du Nord, les Grands Lacs. Énormément de navires passent par là. Et c'est en même temps le Saint-Laurent des eaux très riches et avec une biodiversité fantastique. Il y a une dizaine d'espèces de baleines qui utilisent plus ou moins toute l'année ou saisonnièrement, mais qui vivent dans le Saint-Laurent. Il y a en plus de ça des phoques, des poissons. Et on sait aujourd'hui que bon, c'est les baleines les plus évidentes quand on parle de champs sous la mer, mais toutes les espèces, que ce soit les mammifères marins, des poissons, des crustacés, des coquillages, ils sont tous d'une certaine manière capables de capter le son, quoi. Donc, c'est vraiment un impact très, très large sur la biodiversité. OK, et puis là, on a un résumé vite fait de qu'est-ce qu'on connaît de l'état des connaissances actuelles sur les communications. Peut-être des exemples sur les baleines, au moins la manière de produire ou de recevoir des sons. Et c'est ça, qu'est-ce qu'on connaît de tout ça un peu à l'heure actuelle? Alors, sur la manière de produire les sons, il y a plusieurs techniques. Là, je ne suis pas extrêmement spécialiste. Je ne pourrais pas dire si elles ont des cordes vocales ou pas. Il y a un côté assez surprenant, c'est que nous, si on essaye de parler sous l'eau, on va faire des bulles en parlant parce qu'on a besoin d'expulser de l'air. Les baleines, ou en tout cas certaines baleines, vont avoir un peu comme
on aurait plusieurs poumons qui communiquent avec les cordes vocales au milieu. Donc, elles vont expirer l'air d'un des poumons pour chanter, mais l'air ne sort pas, va juste dans un deuxième poumon qui peut revenir. Donc, c'est un peu comme si elles chantaient dans un sac, quoi, qu'elles pouvaient récupérer leur air. Ça évite de faire des bulles en permanence. Il y a après, c'est finalement assez commun avec, si on va plus loin que les oiseaux sur Terre, pas mal d'espèces font du bruit aussi. Et donc là, dans la mer, on a des poissons ils chantent moins bien que les baleines, hein, mais ils vont grogner un peu. Donc ils vont, je ne sais pas exactement comment, et ils peuvent sûrement grogner ou aboyer un peu comme nous on ferait. Ils vont pouvoir se frotter un peu les vertèbres ou des cartilages qui vont grincer, comme si on se fait craquer les doigts ou des choses comme ça. Là, ils peuvent émettre du bruit comme ça. Certaines espèces ont ce qu'on appelle une vessie natatoire. Ils ont une sorte de bouée à l'intérieur de leur corps qui leur permet de modifier leur flottabilité. Donc, selon la profondeur à laquelle ils veulent s'installer, eh ben, ils vont adapter leur flottabilité pour pas avoir besoin de faire un effort permanent pour rester au fond. Ils vont juste réduire un peu cette vessie natatoire et puis couler, c'est facile. Et ça, eh ben, ils peuvent la faire vibrer et ça va émettre des sons à partir d'un organe que nous, on n'a pas, qui n'est pas prioritairement fait pour produire du son, mais on peut faire comme ça. Il me semble que les homards doivent gratter des plus différentes plaques de leur carapace les unes sur les autres pour produire du bruit. Il y a des crevettes qui créent des bulles de cavitation avec leurs pinces. La crevette claqueuse peut faire des bruits assez forts comme ça. La percussion. Ouais, c'est pas des percussions, c'est vraiment ils vont créer ils vont presque. Enfin, c'est une dépression tellement forte que l'eau se transforme en gaz et tout de suite la bulle explose. Enfin, c'est assez compliqué. C'est le même effet que ce qui fait du bruit sur une hélice de bateau, en fait, la cavitation. C'est un mouvement tellement rapide qui va créer une cavité d'air qui va ensuite imploser et faire un bruit. Voilà. En tout cas, on n'est pas obligé de… Voilà. Donc, il y a multiples manières de faire du bruit. Oui, les oursins aussi, ils ont toutes leurs petites pattes là, qui vont toutes craquer les unes par une et ils font pas mal de bruit. Ensuite, pourquoi ils utilisent le son? C'est là, on a entendu la liste tout à l'heure pour les oiseaux. On peut résumer, c'est pareil. Il y a une question de chasse, donc ils vont avoir une sorte de sonar, certaines baleines, pour détecter leurs proies. Ils vont communiquer pour une sorte de cohésion de groupe, savoir qui est où, d'où tu viens, tout ça. Il y a le côté un peu des chants de séduction. Donc ça, c'est les baleines à bosse sont célèbres pour ça. Et voilà. Et puis, se coordonner pour chasser en groupe, des choses comme ça. Mais c'est vraiment, là, je pense qu'ils n'ont rien inventé. Hein. Les poissons grognent quand on s'approche de leur trou. C'est un monde différent, mais des usages du son tout à fait similaires. D'ailleurs, dans ce que tu as dit, dans les recherches que j'avais un peu fait, en parlant de pollution sonore, justement, il y a un déséquilibre qui peut se faire dans l'océan, notamment à cause du rapport prédateur-proie. Mettons, s'il n'entend pas venir son prédateur, il a plus de chances d'être mangé. Et en même temps, en tout cas, j'ai entendu que la pollution sonore pouvait avoir une influence sur ce rapport-là, en fait, sur un genre des déséquilibre de l'écosystème, mettons. Sûrement. Après, est-ce qu'on gêne le prédateur, on favorise la proie? Il n'y a pas d'effet évident. C'est pas. Ouais, c'était pas que dans un sens. Là, voilà, je résume je suis très maladroit dans mon résumé là, mais disons que ce serait pas le premier impact. C'est quand même une augmentation des niveaux de stress, une perte d'habitat parce que de plus en plus d'habitats sont considérés trop bruyants pour être confortables. Hein. Ça va être comme pareil si on parle des oiseaux en ville. D'accord, ils commencent à chanter plus fort quand il y a du bruit, mais s'il y a trop de bruit trop souvent, ils vont aller vivre ailleurs. Et donc, c'est pareil en mer, quoi. Donc, il y a
Voilà, la pollution sonore, c'est une sorte un peu de combat de territoire. Donc, ce n'est pas forcément un territoire géographique, mais si on regarde les spectrogrammes qu'on a vus avant, bah, c'est un espace fini. Il y a le temps, il y a les fréquences. Et si on ne trouve pas sa place là-dedans, eh ben, on n'existe plus dans le paysage sonore. Donc, voilà, de la finesse à avoir. Il y a certains animaux qui vont changer de fréquence, se mettre à chanter plus aigu si leur fréquence habituelle est prise, comme on pourrait changer de fréquence de radio. Euh, S'il y a du bruit la journée, on va faire du bruit la nuit. Voilà, faut se partager un peu le temps, mais c'est pas, enfin, le temps et les fréquences. Mais voilà, c'est un espace fini. On peut pas, il faut partager. Il n'y a pas de place pour augmenter le bruit de tous les côtés, quoi. On peut faire une petite référence à Bernie Krause avec la théorie de la niche acoustique notamment, là, pour ceux que ça s'intéresse. C'est un bon résumé de cette idée-là d'espace fini. Sinon, je pense que tu en as parlé au début, mais nouvellement, il y a une nouvelle station de recherche en acoustique marine qui a vu le jour au Québec, le projet Mars, et donc que tu en fais partie. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement les objectifs de la station et ton implication dedans, Oui. si ce n'est pas trop remondant? Non, j'en ai effectivement parlé tout à l'heure. C'est cette station de mesure de la voie des navires, là. Donc, on a pendant 3 ans, là, donc ça a commencé l'été dernier. On remet à l'eau là, au mois de mai. Pendant 6 mois par an, à partir du moment où il n'y a pas de glace, on met 4 antennes de 3 hydrophones chacune pour faire un beau studio d'enregistrement des bateaux. Le but, c'est de comprendre exactement quel bruit il rayonne. On fait des mesures à bord des navires de vibration pour vraiment comprendre d'où vient le bruit. Et l'idée de tout ça, c'est de trouver des solutions pour limiter le bruit. Et donc des solutions intelligentes où on va d'abord identifier quelles sont les fréquences qui gênent, par exemple les fréquences les plus gênantes, ou quelle est la source à bord du navire qui fait le plus de bruit, et aller vraiment mieux connaître pour pouvoir réduire intelligemment et efficacement le bruit émis par les navires plus tard. Voilà. Le tout vient bien évidemment de la conscience, de la prise de conscience générale il ne faut pas faire trop de bruit sous la mer, quoi. Ça, il y a un consensus là-dessus. Maintenant, on travaille avec le ministère des Transports, Transport Canada. On travaille avec des opérateurs de navires, et voilà, on cherche à voir comment on peut utiliser les navires différemment, les modifier un peu pour continuer à naviguer en réduisant l'empreinte acoustique. Puis, est-ce que ça paraît réalisable de régler la situation? Il faut redéfinir la notion de succès, là. Qu'est-ce qu'on appelle régler la situation? On ne reviendra pas à l'état acoustique des années d'il y a un siècle. Il y a aujourd'hui, il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux politiques. Voilà, là, si on veut faire le parallèle avec le changement climatique, on sait. On sait maintenant, on sait ce qui se passe, on sait ce qu'il faudrait faire, et reste à trouver les bons leviers pour continuer à faire tourner le monde sans tout casser, quoi. Donc là, je ne sais pas si je suis spécialement optimiste à ce niveau-là. Localement, là, au niveau de ce qui se passe dans le Saint-Laurent, il y a une vraie… on a là une belle opportunité d'aider les industriels à prendre conscience, de fournir des outils pour réduire l'impact. Voilà. Disons qu'on va limiter les effets, on ne va pas arrêter le bruit, quoi. Il faudrait trouver une nouvelle méthode. Il faudrait réinventer navigation différemment, et voilà. Mais si je comprends bien, en plus, vas-y. Non, juste voilà, pour résumer, c'est la question du bruit sous la mer. Il y a quelques dizaines d'années, on ne savait pas que c'était un problème. Maintenant, on sait, quoi. Et voilà. Donc ça, on avance. Au niveau de la connaissance, de la compréhension, de la prise de conscience, on avance. La mise en œuvre, c'est autre chose. J'ai une question qui me vient en tête en pensant à ce qu'on disait avec Antoine, tu sais, le trafic routier, que les véhicules deviennent électriques, ce serait
une solution. Mais de ce que je comprends avec ce que tu as dit, en plus du bruit des hélices, pour un bateau, je suppose que c'est plus compliqué que juste Bah, le moteur. c'est plus compliqué parce que déjà, les navires, pourquoi on choisit un transport par bateau plutôt qu'autre chose, c'est avant tout la capacité à aller très loin en une seule fois. C'est pas pour faire 3 kilomètres qu'on prend le bateau en général. Donc, le gros problème du bateau électrique, c'est l'autonomie et je pense qu'on en serait assez loin. Et effectivement, comme tu le disais, là, il y a le côté de cavitation. Même si on a un moteur électrique pour faire tourner l'hélice, on a toujours une hélice qui tourne, quoi. La voile, c'est bien, c'est très silencieux. Mais voilà, On il y a va d'autres peut-être pas enjeux. avoir des légumes frais ou des fruits Voilà, frais avec la il y a voile. d'autres enjeux du transport maritime qui font qu'on ne peut pas revenir à la voile. Il y a on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais selon où est-ce qu'on met le moteur à bord du navire, on peut réduire les bruits, on peut isoler le moteur mieux de la coque pour que les vibrations se transmettent moins. Et au niveau des hélices, eh bien, là, on peut jouer sur la forme de l'hélice, la vitesse de rotation, l'endroit où elle est pour limiter la cavitation aussi. Il y a plein d'ajustements à faire. Mais voilà, effectivement, à l'avenir, il y aura toujours des bateaux, ils auront toujours des moteurs, ils auront toujours des hélices, ça c'est sûr. On va ajuster. On peut rendre le tout un peu plus efficace au niveau acoustique. Oui, je vais te faire un petit aparté pour dire peut-être que si certains, pour anticiper, si certains ont des questions, vous pouvez les noter aussi dans la discussion ou dans le chat que j'anticipe de prendre du temps à la fin pour y répondre. Mais pour le moment, on va poursuivre là-dessus. Je pense que ce serait un bon moment aussi pour, bon là, on a surtout parlé de bateau et de bruit et de pollution, mais pour aller faire un petit tour d'écoute parce que Pierre nous a transmis des enregistrements réalisés plus ou moins par toi-même, je suppose, ou peux-tu nous expliquer dans quel contexte ont été récupérés ces Oui, enregistrements? la plupart, là, c'est des enregistrements qui viennent de la station Mars, là, justement. Donc, on dit que c'est un studio pour enregistrer les bateaux. Mais voilà, on s'est mis vraiment au meilleur endroit pour entendre les bateaux. Donc, ce n'est pas le meilleur endroit pour entendre les animaux, mais vous allez voir, on entend quand même, il y a quand même plein de choses à écouter, quoi. Il y a peut-être d'autres enregistrements qui viennent d'études de projets que j'ai fait avant. Peut-être que là, je ne suis pas sûr. Quand je vois la liste, je verrai si j'ai des commentaires à faire. Okay. Je ne dirais pas que c'est moi qui ai fait les enregistrements parce que je suis en général loin. Je suis sur Terre quand les enregistrements sont faits en général. Donc, c'est automatique? on allume le micro, on l'envoie et puis selon là la station Mars, on met à l'eau en mai, on récupère en novembre, quoi. Donc oui, ça marche tout seul, ça nous envoie les données par satellite, ou par communication mobile là. Moi, j'ai travaillé avec des micros que je mettais sur des drones sous-marins qui partent pendant 3 mois. Ils font des centaines de kilomètres. Donc là, je configure et j'allume mon hydrophone, je l'attache sur le dos de mon petit sous-marin et puis j'attends et j'espère que tout va bien se passer. Voilà. C'est quand même passionnant. C'est vraiment un capteur autonome. Oui, c'est le progrès. Ça évite d'envoyer un bateau pour faire les mesures d'ailleurs. Oui. Puis, ouais, en tout cas. Bref, on n'ira pas plus loin là-dessus pour le moment. On va proposer dans un premier temps, donc ça, ce serait des enregistrements de Beluga. On vous offre encore le spectrogramme. Tiens, d'ailleurs, je vais retirer, voilà, ça va être plus clair. Alors, on y va avec les Beluga pour commencer. Bon, c'est ça. C'est complexe quand même. Hein. Alors ouais, le beluga, c'est assez nouveau pour moi, mais c'est là, on me dirait que c'est des oiseaux, j'y croirais aussi. Hein, on entend vraiment tout. Ils font tout. Là, on entend des sifflets, des sifflements, on entend des cliquetis. Donc ça, ce serait de l'écholocation pour localiser leur proie. Après, tout ce qui est sifflement, gloussement, je ne sais pas, je ne connais pas tous les noms techniques encore de chacune de ces cellules, mais c'est
c'est à la fois là, la cohésion du groupe, ils communiquent entre eux et en même temps, ils sont pleins et ils chassent. Donc, on entend leur petit sonar, là, c'est tous les petits clics, clics, clics. Voilà. Ça, c'est vraiment une variété sonore. C'est un orchestre à eux tout seuls, quoi, un groupe de belugas. Ouais, c'est ça. On sent en tout cas que c'est un groupe, ou alors il faudrait que s'ils étaient tout seuls, ils mettraient beaucoup d'énergie, mettons. Là, j'ai une autre représentation de spectrogramme parce que c'était plus clair dans cet exemple-là. Ouais. Oui, Là, vas-y. je vais préciser, j'ai dû modifier le son parce que là, je le reconnais, hein, c'est une baleine bleue. On est dans des fréquences inaudibles là, c'est des infrasons, on ne l'entendrait pas si on le faisait à vitesse normale. Donc, j'ai dû couper toutes les hautes fréquences pour pas qu'on entende les autres sons autour. Et j'ai accéléré, je crois, 4 ou 5 fois. Donc, en accélérant, à la fois, ça monte la note et en même temps, ça fait aller plus vite parce que la baleine bleue, elle fait un bruit comme ça toutes les minutes. Là, donc, ça ferait assez long à écouter. Voilà. Et il paraît que j'ai des témoignages qui m'ont été dit cet été que si tu as un matelas pneumatique sur l'eau, ça vibre. Là. C'est très puissant, en tout cas. J'ai jamais vu ça. Mais c'est la baleine qu'on va pouvoir détecter à des centaines de kilomètres. Ça. Donc, ce n'est pas systématiquement. Mais là, on l'a enregistré à la station Mars. Le seul truc que je peux dire avec certitude, c'est que je ne sais pas où elle est. Elle n'est pas en dehors du Saint-Laurent. Voilà, elle est quelque part dans le Saint-Laurent. Mais elle peut tout à fait être dans le Golfe, quoi. Elle est pas, les belugas, quand je les détecte comme ça, je sais qu'ils sont, disons, de l'ordre de kilomètres autour de la station. Là, on est l'ordre de dizaines de kilomètres autour de la station, quoi, voire plus. Bon, écoutons ça. D'ailleurs, c'est pas sûr qu'avec les systèmes de son que vous puissiez bien l'entendre. Ouais, je recommande d'avoir des écouteurs pour ça. Et puis, il faut monter le volume. Dernier. Il y a peut-être, si on attend un peu, il y a peut-être d'autres mélodies là qui a fait ça. C'est la baleine bleue, elle n'a pas beaucoup de phrases, mais il y a quand même, voilà, là on arrive à des trucs plus audibles là. Oui. Voilà. Donc voilà, c'est un chant de baleine bleue, c'est une succession de ces notes très très graves là, et puis des petits chapeaux qu'on voit de temps en temps. Et donc il y a des motifs un peu qui se répètent, qui vont changer selon l'humeur ou selon la sous-population. Là, je suis pas spécialiste moi des différentes baleines de leur dialecte, on va dire, mais il y a des questions comme ça aussi de dialecte et de mélodies qui se transfèrent et qui voyagent d'un groupe à l'autre. Ça s'est vu aussi du côté des baleines. Alors, on ne va pas en écouter beaucoup par manque de temps, mais je propose peut-être quelque chose qui parle beaucoup, là, le rorqual à bosse, baleine à bosse, peut-être. Au moins, on va bien l'entendre. Puis, on voit qu'il y a une belle variété aussi déjà. Là. Ouais, et puis là, si on avait le temps, ça dure à un moment. Il y a de la variété, mais là où on a l'impression que les belugas, ils ont donné tout ce qu'ils avaient en 2 minutes, voilà, super. Ouais, je le mets pour voir un peu. La baleine à bosse, ça, faut voir, c'est un seul animal. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, je ne suis pas complètement sûr que… Pour moi, c'est un mâle qui chante et qui dit qu'il est là, quoi. Alors, il va potentiellement aller se trouver un bon endroit où il y a une bonne résonance, un bon écho. Il va s'installer et puis il va chanter pendant un bon moment. C'est assez…
c'est assez chouette de voir ça là, sur les enregistrements qu'on a. Ça monte en puissance, on repère différents, enfin, même en n'y connaissant rien, on repère quand même différentes mélodies qui reviennent. C'est vraiment très, très impressionnant hein, comme vocabulaire aussi. Ouais. Ça a l'air de vivre dans l'espace. On entend une légère forme d'écho où ça rebondit sur des parois, on dirait. Je ne sais pas comment dire là. Ouais, Forcément, mais ça, c'est du son c'est pas aussi longue portée que la baleine bleue de tout à l'heure, mais oui, on a quand même, là, on va au-delà des 10 km, ça voyage, quoi. Donc, et j'ai entendu dire, oui, qu'ils allaient, la baleine va choisir un bon endroit pour que son son ait un bel écho, quoi. Bon, ben, parfait. Alors, je vais sans doute devoir couper un petit peu dans les questions parce qu'après, il va falloir qu'on arrive dans la conclusion, puis tout ça. Mais justement, là, concluons peut-être pour laisser aux gens la chance de poser peut-être des questions rapidement et de conclure la soirée. Moi, j'aimerais te demander si l'évolution de la technologie dans le domaine de la recherche scientifique est positive pour l'avenir de la protection de l'environnement. Plus philosophiquement, penses-tu que l'évolution de notre sensibilité à l'égard de la faune et la flore est due à un changement de manière de penser le monde ou bien à un accès grandissant à des outils nous permettant de mieux comprendre les sensibilités des autres espèces, ce qui est, d'après moi, particulièrement marquant dans le domaine acoustique parce que c'est un domaine qui, quand même, dans la science, contrairement à d'autres choses, ce n'est pas quelque chose qu'on étudie depuis très longtemps, si je ne me trompe pas. Là, au niveau sous-marin, clairement, les progrès de la science, avant tout, ça va permettre de comprendre et de montrer au monde ce qui se passe, quoi. Moi, j'ai grandi avec le commandant Cousteau qui disait qu'il y avait du silence. Bon, je ne suis pas si vieux que ça, hein. Et voilà, maintenant, on sait que le silence, ce n'est pas vrai. Il y a plein de choses à entendre. Les avancées scientifiques pour moi, c'est d'être capable de mieux observer, de mieux décrire, de mieux montrer aux gens ce qui se passe, aider à la prise de conscience. Si on reparle du projet Mars, on va jusqu'à donner des pistes de solutions. On est capable d'évaluer des solutions. Donc, c'est-à-dire qu'on on pourrait essayer de changer ça dans le design des navires pour améliorer le bruit et on va plus tard être capable d'essayer et de faire des mesures et puis de dire ouais, ça marche, non, ça marche pas. Donc, on peut faire tout ça. Donc, de ce côté-là, les progrès technologiques, scientifiques, c'est un plus, bien sûr, c'est plus d'outils sous la main, sous notre main pour bien mieux utiliser ou mieux vivre dans le monde qui nous entoure. Après, voilà, je ne vais pas revenir sur les décisions qui doivent être prises ou pas. C'est une deuxième étape. En tout cas, de la mission du scientifique, comprendre, faire connaître et décrire. Voilà, c'est à ça qu'on travaille et on fait des progrès. Et voilà, les progrès, ça sert là. Quand je parlais tout à l'heure de mon petit sous-marin, là, on est capable aujourd'hui de les envoyer sous la glace pendant plusieurs mois, faire des enregistrements, revenir. On revient avec des données. C'est nouveau, quoi. C'est nouveau pour tout le monde et c'est fantastique. Vraiment, ben, merci Pierre en tout cas de nous avoir partagé tes connaissances puis tout ce domaine-là de recherche et d'avoir réfléchi avec nous là-dessus. Merci à Antoine aussi. Je vais terminer avec quelques questions qui sont sorties avec le temps qui nous reste. On va commencer par toi, Pierre. Vu qu'il y a des enjeux économiques indéniables, comment se place l'unité de recherche dans laquelle appartient Pierre, donc le projet Mars, j'imagine? Qui commandite ce type de recherche? Comment se positionnent les politiques? Donc, c'est un projet qui est financé par le gouvernement par le gouvernement du Canada et par une participation aussi des partenaires industriels. Donc, c'est des armateurs de navires. Donc, c'est eux qui financent. Comment se positionne le projet Mars? Le projet Mars commence avec
un consensus sur il y a du bruit dans le Saint-Laurent, il y a des baleines dans le Saint-Laurent. Enfin voilà, le Saint-Laurent est très utilisé par les bateaux, il est très utilisé par les baleines. On sait que le bruit à ce niveau-là crée des zones peut créer des problèmes. On veut comprendre ça. Et ce projet-là porte sur comment le bruit est créé par les bateaux. Il y a d'autres scientifiques, d'autres projets, des collègues dans des instituts très proches qui, eux, étudient l'effet sur les mammifères marins. Nous, on étudie la génération du bruit, comment le bruit est généré et comment on peut le diminuer. Voilà pour comment se positionne mon projet. J'ai dû oublier la fin de la question. Je ne sais pas si on a parlé des finances, mais je pense qu'il y a beaucoup de finances publiques là-dedans, j'imagine. Là, dans le projet, c'est des finances surtout publiques et puis une participation des partenaires industriels. Après, si le sous-entendu, c'est est-ce que les gens qui payent décident de ce qu'on découvre? Non. Notre travail s'arrête une fois qu'on a décrit les processus et proposé les solutions. Ce n'est pas nous qui mettons en œuvre les solutions ou qui décidons s'il faut le faire ou pas. Nous, on peut quantifier. On peut quantifier combien de bruit tel navire injecte dans l'environnement. On peut quantifier combien de bruit on pourrait économiser en réduisant les vibrations de telle manière. Voilà, on décrit, on propose, on peut évaluer. Voilà. Il y a... Okay. Parfait. Tu voulais dire autre chose? Non. Je participe. Enfin, je participe à d'autres projets aussi où on va étudier plus précisément une espèce ou un groupe de. Donc là, j'ai un projet qui démarre bientôt. Là, c'est avec les belugas dans le parc marin du Saguenay là, et puis voir comment ils réagissent par rapport aux bateaux. Donc là, c'est pas un projet uniquement acoustique, mais on va mettre des hydrophones pour écouter passer les bateaux, observer les belugas, et puis à l'oreille, on peut détecter différentes activités. Je ne comprends pas tout ce qu'ils se disent, mais voilà, on peut savoir s'ils sont en train de chasser ou pas. On peut vraiment détecter s'il y a une disruption dans leur comportement au passage d'un bateau. Ça, on peut le détecter. Et voilà. Et puis ça, c'est des observations qu'on fournira à Parc Canada, qui ensuite va en tirer des conclusions. Hein. C'est le genre de projet qui peut terminer par des limitations de vitesse pour les navires, des changements de règles, tout simplement. Mais c'est plus le travail, c'est plus notre travail de scientifique. La régulation, ensuite, c'est les décideurs qui font ça. Mm-hmm. J'ai une deuxième question pour toi avant de repasser avec Antoine, parce que j'ai appris qu'on pouvait juste dépasser un petit peu pour terminer ces questions-là. Tu parlais de conscientiser les industriels. Comment fait-on prendre conscience à un industriel que c'est un pollueur? Là, les industriels du projet Mars, ils ont conscience. Ils sont venus en disant on sait que le bruit, c'est une question et on voudrait savoir. Donc, eux, ça ne va pas être dur. On va leur donner les mesures. Après, d'une manière générale, si on produit de la science, hein, on fait des mesures fiables et répétables. C'est voilà comment on fait prendre conscience aux gens. Ensuite, entre montrer que quelque chose se passe et faire en sorte qu'on agit pour le réduire, je vais revenir au changement climatique, on le sait. Voilà, fait accordéon. Il n'y a qu'à voir, on le sait depuis longtemps. Il y a du travail ensuite, ça dépasse la science, c'est du travail de communication, il y a des activistes qui vont militer, il y a les scientifiques qui montrent des résultats, il y a les décideurs qui vont peser les différentes contraintes et puis prendre des décisions. Voilà, c'est vraiment un processus très complexe.
on n'est qu'une petite partie de tout ça et Mhm. on fait de notre mieux. Parfait. Merci beaucoup, Pierre. J'ai une petite question pour Antoine aussi. Comment les groupes cohabitent-ils d'un point de vue sonore, puisque l'essentiel de leurs chants sont de l'ordre de la communication? Si on compare avec l'humain, nous, on parlerait de cacophonie, plusieurs communications superposées. Pour les oiseaux, on parle davantage de polyrythmie ou polyphonie. Or, il n'y a pas d'esthétique particulière, si ce n'est celle du groupe. Je ne sais pas trop à quoi ça fait référence. Est-ce que c'est dans un milieu donné, il y a plusieurs espèces, plusieurs individus qui chantent simultanément? C'est Peut-être ça. ça. En fait, les oiseaux, disons, grosso modo, entendent plus ou moins les mêmes fréquences que les humains, sauf qu'ils entendent beaucoup plus de détails, disons, par unité de temps. Ils entendent beaucoup plus finement tout ce qui se passe dans les unités de temps. Donc, ils sont capables de discriminer énormément d'informations. Ils ont une vitesse de perception auditive qui est supérieure à la nôtre. Donc, ils peuvent décoder vraiment beaucoup, beaucoup de choses simultanément. Donc, leur perception est quand même différente par rapport à ça. Et même vous savez que dans les grandes colonies d'oiseaux, fous de bassin, etc., par exemple, le couple, un des deux va pêcher, il revient, tout ça, il se retrouve très, très facilement, même au niveau sonore, alors que pour nous, quand on entend le bruit d'une colonie, on se dit on peut pas entendre tel individu, mais eux réussissent à se percevoir très finement, même dans le gros brouhaha d'une grande colonie. Vraiment, ça, c'est documenté, là. C'est vraiment une finesse d'ouïe exceptionnelle. Il me semble que j'avais lu, pour rebondir, dans des groupes comme des phoques ou des pingouins, des choses comme ça, c'était aussi, il y a quelque chose, ils ont une faculté à se reconnaître, là, comme tu dis, sonorement. Et ce que tu disais aussi, si on peut l'interpréter, c'est qu'on peut supposer que il y a des informations toutes petites dans les chants d'oiseaux qu'on n'est pas capable de décoder, ça va trop vite pour nous et c'est ça finalement. Tout à fait. On peut les décoder avec un sonogramme. Ouais. Oui, en ralentissant puis en examinant, mais eux, c'est tout de suite. Mhm. Après, il y a une question d'habitude aussi. On est capable de reconnaître la voix de quelqu'un Ouais, parce que c'est d'autres humains et que c'est une voix qu'on connaît. Je ne ouais. sais pas ce que pensent les phoques quand ils nous entendent parler en groupe. Non, mais quand même, il faut le faire dans des colonies de fous de bassin, de reconnaître l'individu, parce qu'il y a vraiment un niveau sonore très fort, là. Parce que d'ailleurs, dans la question, on parlait de cacophonie. Pour nous, quasiment une colonie de foot bassin, ça sonne cacophonie, si on peut dire ça comme ça. Mais eux ont l'air à reconnaître, à comprendre des choses, Bah, si effectivement. ça, tu sais, comme avec l'exemple de Pierre qui disait, ceux qui ont trop de bruit, que ça dérange, ils partent, mais les foot bassin, ils continuent, fait que ça ne doit pas leur poser de Ah problème, non. justement. Leur chant à eux ne leur pose pas de problème, c'est sûr. Encore heureux. Bon, si d'autres personnes ont des questions, je vous invite à les écrire. Sinon, on peut supposer que notre présentation touche à sa fin. Je laisserai les mots de la fin pour Pascal, présidente de l'organisme de la Semaine du Son. Oui, oui, Et alors, puis, oui, vas-y. et puis, pardon, je remercierai juste une dernière fois encore Pierre et Antoine pour avoir accepté de venir ce soir. C'était très plaisant de vous parler. Bah, merci à toi, Thibaut. Alors, j'arrive toujours à revenir avec le son, jamais avec l'image. Je pense que vous allez m'entendre. On te voit aussi? Ah oui, d'accord, parce que moi, Oui, je ne me vois pas du tout. OK, donc je suis réapparue, parfait. je confirme. Moi pour la logique. Donc, je suis vraiment ravie de vous avoir entendu sur deux sujets aussi passionnants l'un que l'autre. Et je remercie Thibaut
Depuis l'année dernière, on a ouvert donc, cet axe-là dans la semaine du son, donc autour de la bioacoustique. Et c'est vraiment un axe qui, je pense, va s'imposer de plus en plus, justement parce qu'on a besoin d'entendre des spécialistes ou des chercheurs qui sont vraiment dans ces domaines-là, en tout cas le domaine de la recherche au niveau du son, hein, Pierre. Je pense que vos recherches sont capitales et essentielles, justement, comme vous disiez, pour cette prise de conscience. C'est par là qu'on doit passer pour pouvoir mesurer en fait, l'impact, hein, de l'humain sur la biodiversité. Et Antoine, ce merveilleux travail, on vous écouterait parler des heures et des heures et des heures, tellement ce sujet sur les oiseaux est inépuisable et absolument passionnant. Et je pense qu'effectivement, on a tout à apprendre à observer. Notre sujet, c'est le son, hein, d'un point de vue sonore, affiner notre écoute, à l'élargir, à la sensibiliser, à l'éveiller, justement par vos démarches qui contribuent grandement à ce que ça puisse avoir lieu. Donc un grand merci à vous pour cette soirée.